Coucou, c'est Fée et bienvenue dans ta safe place. Bienvenue aujourd'hui dans l'épisode 7 de ton podcast préféré. Donc si tu étais déjà là l'épisode précédent, on a parlé endométriose, je t'ai un peu expliqué avec mes mots ce que c'était l'endométriose, en n'étant pas médecin bien évidemment, mais de ma compréhension, de mes recherches, puisque c'est une maladie que j'ai depuis toujours. Donc c'était pour moi important de t'expliquer ce qu'était l'endométriose, surtout en ce mois de mars qui est un mois dédié à cette maladie. Donc si tu vois des cœurs jaunes et des rubans jaunes partout, pense aux Endo-Warriors que tu as autour de toi. Aujourd'hui, dans cet épisode, je vais te parler de mon vécu, de la maladie selon moi, de comment elle s'est interprétée chez moi et par quoi je suis passée à cause de l'endométriose. Donc, on va commencer au commencement, quand j'avais 10 ans et demi, 11 ans. C'est la première fois que j'ai eu mes règles, c'était un été, je me rappellerai toujours, ma famille était là, genre repas de famille, la meuf elle a ses règles. Bref, j'ai commencé à avoir mes règles à ce moment-là. Je pense comme beaucoup, au début mes règles n'étaient pas régulières, je pouvais ne pas les avoir pendant 2 mois, puis les avoir pendant 2 semaines, enfin, il y avait une forme d'irrégularité, mais j'avais pas encore de douleurs. J'ai commencé à avoir des douleurs vers mes 12-13 ans. Là, j'ai commencé à avoir de règles douloureuses. À cette époque-là, on me parlait de règles douloureuses normales, parce que les règles, ça faisait mal et c'était normal. Donc, j'ai eu plusieurs traitements d'antidouleurs. On m'a très vite mis sur pilule, puisque je crois que j'ai pris la pilule vers mes 14 ans. Donc j'ai directement été mise sous pilule déjà pour réguler mes règles, puisque comme je vous l'ai dit, elles étaient irrégulières. Donc pour être réglées. Et ensuite pour diminuer, dans l'idée du médecin à cette époque-là, pour diminuer mes douleurs. Mes douleurs ne diminuaient pas. Donc quand j'avais mes règles, et même en dehors de mes cycles, j'étais toujours très douloureuse. Donc on m'a toujours donné des antidouleurs de plus en plus forts. J'ai commencé avec du Spasfon, du Doliprane, puis de l'Antadis, du Poncil, enfin voilà, j'ai pris des traitements de plus en plus forts au fur et à mesure des années. Mais au bout d'un moment, ma mère, elle comprenait pas, enfin mes parents de manière générale ne comprenaient pas comment je pouvais être aussi douloureuse, puisque aller à l'école c'était difficile, je me pliais en deux, je pleurais de douleur, enfin vraiment j'avais des douleurs qui étaient extrêmement fortes et ça se voyait quoi, je pouvais pas le cacher tellement que c'était des douleurs invalidantes. Mes parents ont fini par vraiment s'inquiéter et se dire non, c'est pas normal en fait d'avoir mal à ce point pendant ces règles. Et à cette époque-là, c'était plus ma mère qui gérait cette partie-là, puisque je pense que comme c'était une femme, elle a pris directement le lead de ce côté-là par rapport à mon père, et elle m'a emmenée voir un gynécologue. À l'époque, elle habitait Marseille. J'avais 17-18 ans, quelque chose comme ça. Et elle m'a emmenée voir ce monsieur. C'était un très vieux monsieur. Je ne sais même pas s'il y a encore de ce monde aujourd'hui. Qui m'examine, etc. Très gentil, très professionnel. Mais il me dit, pour moi, je pense que vous avez de l'endométriose. Je lui dis, ouais, ok, qu'est-ce que c'est que cette maladie ? Enfin, j'avais jamais entendu ce mot de ma vie. Et il me dit, c'est comme un cancer, mais en moins grave parce que vous ne pouvez pas mourir. Je vous laisse imaginer ma détresse à 18 ans d'entendre un médecin me dire que j'ai un cancer en moins grave dont je peux pas mourir. Mais t'as quand même dit le mot cancer, monsieur. Donc me voilà traumatisée. Donc il me dit, ouais, voilà, faut faire des IRM, etc. Faut passer des examens. Donc on sort du rendez-vous avec ma mère. Je suis mi-rassurée, mi-choquée, parce que d'un côté je suis rassurée parce qu'enfin j'ai quelqu'un qui me dit que c'est pas dans ma tête, que les douleurs sont bien présentes, que je ne fais pas ça pour ne pas aller à l'école. Mais en même temps, tu viens de me dire le mot cancer. Donc je suis hyper, méga, giga paniquée à ce moment-là. Je me souviens qu'à l'époque, il m'avait dit de faire un IRM. Donc moi, je rentre sur Paris, parce que ma mère habitait Marseille, mais moi, j'habite en Île-de-France. Je rentre sur Paris, chez mon père, je lui explique, etc. Je prends rendez-vous pour aller faire un IRM. Je me rappelle que je galère à trouver un rendez-vous pour faire un IRM, parce que, à 18 ans, tu sais pas trop chercher où faire des IRM, il n'y avait pas Doctolib et tout avant. Bref, je vais faire cet IRM. Je sors de l'IRM, on me dit que je n'ai rien. Voilà. Donc me revoilà à la case départ. Donc là j'étais dépitée parce que je me dis finalement j'ai rien. Donc j'ai toujours mal au ventre et je ne sais toujours pas pourquoi. Mais
le mot endométriose reste quand même dans ma tête et continue de tourner dans ma tête. Et je continue de me dire, c'est quand même bizarre parce qu'il m'a dit ça. Et en fait, quand il m'a expliqué la maladie, les symptômes, etc., qui étaient connus à cette époque-là, donc à mes 18 ans, j'en ai 32 aujourd'hui, je vous laisse faire le calcul dans quelle année on était, c'était exactement ce que je vivais. Donc, je garde quand même cette piste en tête. Je vais voir mon médecin traitant qui me suit depuis très longtemps et je commence à lui parler d'endométriose. Il me dit oui, en effet, moi aussi je commence à entendre parler de cette maladie. En fait, j'ai fait face à des médecins qui étaient tous très gentils et tous bienveillants mais qui ne connaissaient pas l'endométriose. Et mon médecin traitant, quand je lui parle de l'endométriose, il me dit oui, c'est vrai que j'en ai entendu parler et tout. Et en fait, il va s'intéresser lui-même à l'endométriose. Et du coup, c'est un médecin traitant, ce n'est pas un gynécologue, mais il va commencer à me suivre par rapport à ça. Donc en s'y intéressant, en faisant son travail de médecin, entre guillemets, il va commencer à me proposer des pilules un peu plus adaptées à l'endométriose, à me prescrire des examens qui reviennent toujours négatifs ou avec une faible suspicion d'endométriose, sauf que moi, entre-temps, j'ai mes symptômes qui deviennent de plus en plus importants, de plus en plus graves, jusqu'à 2016, je crois, où je commence à avoir des problèmes digestifs. C'est-à-dire qu'avant, j'avais que mal au ventre, entre guillemets, que mal au niveau de l'utérus, que mal pendant mes règles. Et là, je commence à avoir des douleurs constantes dans le ventre. Et surtout, je commence à avoir des douleurs digestives et dont, à un moment donné, je crois que c'était en novembre 2016, une espèce de constipation de l'enfer. Le truc a duré 10 jours. Je mangeais des épinards, j'avais pris des trucs en pharmacie où le médecin m'avait donné des laxatifs et tout, je n'allais pas faire caca. Voilà. Jusqu'à un soir, je me rappelle, en plus, je partais en vacances à Miami. Je crois la nuit avant le voyage, je vide tout mon corps de 10 jours de caca. Je vous laisse imaginer. Enfin, 10 jours, j'abuse, peut-être c'était une semaine, mais ça m'a paru long. Et donc, je commence à avoir des symptômes au niveau digestif. Donc mon médecin traitant qui suit tout ça, qui essaye de me recommander des gynécologues qui m'aident pas forcément. Là pour le coup, je tombe vraiment sur des personnes, j'ai l'impression d'être un animal. Je vais, on m'ausculte vite fait, non vous avez rien, et puis je repars. Ok. Et mon médecin traitant, lui, ne lâche pas l'affaire. Donc il m'envoie voir plusieurs spécialistes, me fait faire plusieurs examens, etc. Et puis un jour, au détour d'une conversation où je parle de mes problèmes digestifs, je lui dis voilà, maintenant je pense que ça commence à s'aggraver parce que j'ai du sang dans les selles. En fait, j'avais mes règles et pendant mes règles, c'est comme si j'avais mes règles dans les fesses en fait. J'avais vraiment mes règles des deux côtés. Et donc j'en parle au médecin qui me dit non, en effet, là il faut vraiment qu'on trouve une solution. Il me represcrit d'autres examens et surtout en discutant avec lui, je me souviens en fait que ma belle-mère qui avait, je sais pas ce qu'elle avait comme problème à l'époque parce que j'étais trop jeune pour m'y intéresser, mais quand elle a eu mon frère, elle était suivie à Port-Royal pour pouvoir avoir mon frère. Donc dans ma tête, je me dis attends, moi en tant qu'enfant, je sais qu'on allait à Port-Royal parce que j'avais déjà accompagné à des rendez-vous pour qu'elle puisse avoir mon petit frère. Donc Port-Royal, ça reste un bon hôpital. Mon médecin il me dit oui en effet. Je peux pas te raconter ce que ta belle-mère avait, mais en effet, elle était suivie à Port-Royal et c'est un très bon hôpital pour la santé des femmes, pour la santé gynécologique. Ni une ni deux, je prends rendez-vous à Port-Royal. À ce moment-là, on est début 2019, donc vous voyez qu'il y a quand même 3 ans qui s'est passé entre la grosse constipation et le moment où je prends mes rendez-vous à Port-Royal. Entre-temps, je vous avoue que même si avec mon médecin traitant, on suivait un peu la chose, il y a des moments où je lâchais l'affaire en fait, parce que ça me gonflait de me heurter à des résultats négatifs, à des vous avez rien, à des c'est dans votre tête, à des écoutez, prenez cette pilule en continu et puis on verra. Mon médecin traitant, et quand je revenais avec chaque examen, il était décontenancé, mais voilà, j'avais des gynécologues qui m'ont fait changer 1 milliard de fois de pilule en continu, pilule pas en continu, pilule progestérone, pilule de machin, pilule tout ce que tu veux. Un traitement de plus en plus aléatoire, et puis du lamaline, et puis du tramadol, et puis du tout ce que tu veux. 2019, je prends rendez-vous à Port-Royal. J'explique mon cas à la secrétaire et elle me met directement en relation avec le chef de chirurgie qui m'examine, me dit OK. Et je comprends que c'est pas OK. Je comprends à son visage, à sa façon de me parler, qu'il y a quelque chose qui va pas. Il me dit écoutez, moi je vais vous faire passer des examens, il faudrait quand même les passer d'urgence parce que au vu des symptômes que vous m'annoncez, on est quand même dans un cas très avancé de la maladie que j'ai rarement vu.
Je me dis ok. Je continue donc mon petit bonhomme de chemin, il me donne des IRM, je crois que quand je vous dis ça, on est peut-être janvier ou février 2019. Il me prescrit un tas d'examens, des IRM, des scanners, des coloscopies, des écho-endoscopies, tout ce que vous voulez que j'essaye de faire le plus vite possible. Et quand je reviens avec mes examens, il me dit en effet, là on est sur quelque chose de grave, il faudrait vous opérer d'urgence. Il me met en relation avec un gastro-entérologue avec qui il a l'habitude de travailler parce qu'au niveau du système digestif, en fait, mon endométriose est partie pourrir un peu tout ça, se loger au niveau de mon côlon rectum et a formé comme un espèce de bouchon. C'est ce qui faisait que j'étais tout le temps constipée et c'est ce qui expliquait aussi que j'avais du sang dans les selles à chaque fois que j'avais mes règles. Donc je comprends bien que c'est urgent. Quand je prends rendez-vous avec le gastro, il m'explique d'autant plus que c'est vraiment urgent parce qu'il y a des risques d'occlusion intestinale, etc. Et je finis par me faire opérer en juillet 2019. Vous voyez, en l'espace de 6 mois, en fait, j'ai fait les examens et voilà, Mago, faut te faire opérer en fait. Je me fais opérer. On m'explique que dans l'opération, il va falloir retirer tous les endroits où l'endométriose, elle a décidé d'implanter sa petite baraque. Les adhérences et tout ce que je vous ai expliqué dans l'épisode précédent, là, il faut faire un gros nettoyage. Et que j'ai des possibilités de sortir de cette opération avec une stomie. Qu'est-ce qu'une stomie ? Une stomie, c'est une poche qu'on vous fixe sur le ventre, dans laquelle on le fait sortir un petit morceau d'intestin. Et où du coup vos selles sortent dans la poche pour pouvoir laisser cicatriser la partie opérée. Donc moi sur un moment je me dis ouais ok bon j'aurais pas ça quoi. Je me réveille de l'opération, surprise ou pas surprise, j'ai une stomie. Donc je le prends plutôt bien parce qu'on m'avait quand même bien préparé au sujet, même si en étant préparée, étant donné que j'étais préparée mais j'apprenais ce que c'était, j'étais pas vraiment, j'étais un peu à milieu d'imaginer la vie avec une stomie. Mais bon, je me réveille de mon opération qui a duré plus longtemps que prévu, puisque mon endométriose, elle avait décidé de voyager jusqu'à mon foie. Donc à mon réveil, on m'explique tous les morceaux d'organes qu'on m'a retirés, de foie, de vessie, de côlon, de rectum, d'intestin, d'utérus, d'appendicite. Et encore, je suis sûre que j'oublie des choses. Mais voilà, je crois que je suis descendue au bloc à 8h, je suis remontée dans ma chambre vers 22h30. Il me semble que l'opération a duré une dizaine d'heures, un truc comme ça. Bref, l'opération qui devait durer 6 heures, en a duré 10. Je me réveille, je me rendors aussitôt bien évidemment. Le lendemain matin, le gastro vient me voir parce que c'est surtout lui en fait qui a opéré parce que j'avais tellement une énorme atteinte au niveau du système digestif que l'opération a été principalement digestif, principalement sur le système digestif. Donc il vient me voir, il m'explique tous les morceaux d'organes qu'on m'a retirés, que du coup maintenant j'ai une stomie et que cette stomie on la retirera quand tout aura bien cicatrisé et quand on sera sûr que la partie côlon rectum qui a été opérée est fonctionnelle correctement, sans problème, sans fistule, sans quoi que ce soit. Donc je me dis ok. Donc du coup me voilà à réapprendre à vivre et à réapprendre à vivre avec une stomie. Parce que en étant opérée, on m'a fait ce qu'on appelle une laparotomie, donc on m'a ouvert de juste en dessous les côtes jusqu'au pubis. Donc autant vous dire que je ne tenais plus assise, je ne tenais plus debout, j'ai dû réapprendre entre guillemets à me rasseoir, à me lever. Ça a pris plusieurs jours avant que j'arrive à marcher sans avoir la tête qui tourne. J'ai eu une péridurale tout en haut du dos pendant 4-5 jours, une sonde urinaire pendant 10 jours, enfin voilà. Ça a été, je suis restée 15 jours à l'hôpital, ça a été 15 jours de convalescence assez longue et difficile parce qu'on t'opère en plein milieu de ton corps, donc tout ce que tu fais est compliqué, la reprise de la miction, du pipi, c'est compliqué parce que tu as une sonde pendant longtemps, donc tu as ça qui fonctionne pas ouf, et en plus de ça on m'a retiré un morceau de vessie, donc je n'ai plus envie de faire pipi, je dois penser à faire pipi, mais en même temps je dois penser à bien vider ma vessie pour éviter tout problème, je dois réapprendre plein de choses et surtout j'ai une poche à caca sur le ventre. Donc je dois apprendre à faire mes soins, je dois apprendre à appréhender le fait de voir ce petit morceau d'intestin qui bouge sur mon ventre, m'organiser dans mes soins, m'organiser dans le matériel médical que j'emmène avec moi à chaque endroit, etc. Mais honnêtement, je l'ai très très bien vécu. Je sais pas si c'est parce que j'étais préparée dans ma tête ou quoi, mais j'ai un mindset qui fait que je l'ai
extrêmement bien vécu, peut-être aussi parce que je savais que j'allais la retirer à un moment donné. Si j'avais dû la garder à vie, je sais pas si je l'aurais aussi bien vécu, mais moi je l'aimais bien cette stomie parce que ma vie a changé à ce moment-là, j'avais plus aucune douleur, j'avais aussi plus de règles parce qu'on m'avait fait une piqûre d'hormones juste avant l'opération, donc j'étais sans règles, sans caca, donc plus de douleur à la selle, plus de sang dans les selles, plus de constipation. J'avais une poche à caca sur le ventre et puis voilà, je faisais ma petite vie avec. J'éduquais les gens qui me regardaient bizarrement dans la rue ou qui me regardaient bizarrement quand ça faisait du bruit parce qu'il y a des gaz qui sortent. Jusque là, j'ai pas de sphincter pour les retenir, donc ça sort, ça fait du bruit, ça gonfle. Parfois, j'ai déjà eu des fuites de caca où j'ai dû me changer, etc. Voilà, c'était des habitudes à prendre et je l'ai extrêmement bien vécu. Je peux aussi comprendre les gens qui peuvent mal le vivre, surtout quand tu sais que tu la vis, parce que voilà, c'est pas évident, c'est pas quelque chose d'évident. Ta vie elle est quand même vachement bousculée, même en termes de mobilité, de sport, etc. Avant de réussir à ouvrir une bouteille d'eau, j'ai mis du temps à ouvrir un bocal. Porter mon chien à l'époque, si je pouvais pas. Il y a plein de choses que tu ne peux pas faire et que tu dois réapprendre à faire et à faire différemment. Mais voilà, moi je savais que j'allais pas la garder à vie, donc je l'ai extrêmement bien vécu. Mon corps l'a extrêmement bien supporté. J'ai pas eu de problème de peau. Voilà, ma stomie, mon corps l'a kiffé et je pense que comme dans ma tête ça allait aussi, forcément c'était plus facile à vivre que pour d'autres personnes. Arrivé au mois d'octobre-novembre, je sais plus, je crois que c'était mi-octobre, on me la retire. Donc entre-temps, je fais des examens, des IRM, où on m'injecte de l'eau par la stomie pour voir si ça s'écoule bien. Enfin bref, tout un tas d'examens tout aussi désagréables les uns que les autres, mais qui m'amènent à une remise en continuité. Donc ça veut dire je repasse au bloc, on me retire la stomie, on recoue mon intestin, on le range dans mon ventre, et puis tout va bene ma belle. Donc à l'hôpital, on attend que tu fasses tes premiers gaz, tes premières selles et tout, et puis tu sors de chez toi. Et là, j'ai repris une vie, on va dire, normale. Quand je dis normale, c'est-à-dire que j'ai eu des règles sans douleur, sans tout ça, vraiment. J'étais une nouvelle personne, j'avais plus de douleur, je me sentais très bien dans ma peau, j'avais un poids qui me convenait, vraiment, j'étais au top du top. Vraiment, c'est le moment de ma vie où je me suis le mieux sentie. Alors oui, j'avais des cicatrices sur le ventre, mais j'aimais bien mes cicatrices, ça racontait mon histoire et j'en ai jamais eu honte, j'ai jamais été complexée par mes cicatrices, mais vraiment, je me sentais bien, plus de douleur, plus de médicaments, carrément, j'ai voulu faire la révolution, j'ai jeté tout mon traitement, tous mes médicaments, mes pilules, mes antidouleurs et tout le tintouin, ma bouillotte, je me rappelle, j'ai tout jeté en mode victoire, j'ai plus d'endométriose, je pensais grave que j'étais guérie. J'avais peut-être oublié que l'endométriose, on n'en guérit pas. Voilà. Mais en tout cas, je me sentais mieux. Il y a eu le Covid entre-temps, etc. Donc j'avais repris un peu de poids, mais voilà, je me sentais quand même mieux dans ma peau, j'avais beaucoup moins de douleurs, etc. Au bout d'un moment, je finis par rencontrer quelqu'un et me mettre en couple. Donc, je reprends à ce moment-là un contraceptif pour pas tomber enceinte et parce que en prévision en fait que l'endo puisse se redévelopper. Je prends le traitement hormonal, je me ressens mal dans ma peau. Donc là, je refais l'impasse sur la pilule qui a fait que je me suis sentie mal une bonne partie de ma vie parce que c'est pas le sujet. Et en même temps, j'ai des douleurs aussi qui reviennent. Donc voilà, on prend la pilule pour réguler un peu tout ça, etc. Bref, je recommence à avoir mal au fur et à mesure. Mais bon, ça reste toujours minime par rapport à avant. Avant l'opération, avant 2019, j'avais mal au ventre tous les jours. J'avais des problèmes digestifs tous les jours. Là, j'étais sur des douleurs de règles que pendant mes règles. Donc je reprends la pilule. Voilà, je mets ma petite vie, ça reste supportable, honnêtement, je me sentais pas trop mal. Je pense que j'étais tellement passée par le pire avant que du coup, là, ça allait, j'avais mal au ventre que pendant mes règles. Ma pilule, je l'arrêtais 1 semaine pour avoir mes règles, j'avais mal pendant ce temps-là. Oui, j'avais pris un peu de poids, j'étais un peu gonflée. J'avais les effets secondaires de la pilule qui sont propres à moi, que je ne supporte pas, mais voilà, ça allait. Et puis, on est en 2021. Et à un moment donné, je suis au travail et je dis à ma collègue, j'ai mal au ventre et tout. C'était la fin de mes règles. Mes règles étaient terminées. Et je dis, je comprends pas pourquoi j'ai mal au ventre. J'étais sous pilule, donc vraiment, j'avais repris ma pilule, j'avais plus du tout mes règles, mais j'avais quand même hyper mal au ventre. Et je me rappelle à ce moment-là, comme j'avais jeté tous mes traitements, j'avais plus de mes traitements de secours dans mon sac à main. Donc elle me donne un Nurofen et tout, ça passe pas. À ce moment-là, j'étais avec
avec l'enfer, appelons-le comme ça. Lucifer, on va l'appeler Lucifer. J'étais avec Lucifer et je rentre chez lui parce qu'il était plus proche de mon taf que moi. Donc je rentre chez lui et je lui dis voilà Lucifer, j'ai mal au ventre et tout. Je me sens pas bien, genre je m'allonge sur le lit en mode je me sens vraiment mal, j'ai chaud, j'ai froid. Enfin, vous savez quand vous avez mal et que vous avez un inconfort de douleur qui fait que fièvre, un peu de la fièvre, un peu, enfin bref, je me sens très très mal. Et là, Lucifer arrive avec sa meilleure idée, faisons l'amour, tu n'auras plus mal. Parce qu'apparemment, vous les femmes, quand vous faites l'amour, vous avez plus mal au ventre. Bien évidemment que je lui réponds que c'est n'importe quoi, que non, ça se passe pas comme ça. Bref, il insiste. Je pourrais dire le mot insiste de manière infinie, mais je le ferai pas parce que sinon ça sera un épisode trop long. Je finis par céder à force qu'il insiste. Et on le fait, sauf qu'en le faisant, j'ai hyper mal, j'ai encore plus mal, mais je serre les dents et je sens que je saigne. Et je lui dis, sauf que moi là, je commence à vraiment beaucoup saigner. Genre quand je vous dis saigner, c'est que ça coulait sur le long de ma jambe et je saignais extrêmement beaucoup. Donc je lui dis faut que m'emmener à l'hôpital parce que là j'ai mal, je saigne. On arrive à l'hôpital, etc. J'ai très très mal, on me donne de la morphine, on me dit qu'on va me garder la nuit, on me fait passer des examens et en fait on se rend compte que j'avais un kyste, que c'est ce kyste-là qui me faisait mal et qu'en fait en ayant un rapport entre le rapport, la pression que j'avais, le fait que j'étais contractée, que j'étais pas bien, ça a fait exploser, un peu percer ce kyste et le sang que je perdais, c'est ce qu'il y avait, c'était pas vraiment du sang, c'était ce qu'il y avait dans le kyste. Et quand je vous dis que ça coulait, c'est que je laissais des gouttes de sang par terre dans l'hôpital en fait, vraiment ça coulait le long de ma jambe. Donc on me garde toute la nuit, on me dit que de toute façon il n'y a rien à faire, ça va finir de couler et que une fois que ça aura terminé de couler, je me sentirai mieux. Donc on me donne de la morphine, je dors à l'hôpital. Le lendemain, en effet, je me réveille aux urgences, je me réveille dans ma chambre d'hôpital, mais c'est vrai que j'ai plus mal, que je me sens mieux, genre comme si en fait le kyste comme si on avait percé un bouton, on l'avait vidé et que voilà quoi. Donc je me sens mieux. Ma vie continue et je ne ressens plus jamais ce kyste. Voilà, je me dis écoute, il fallait qu'il perce, il a percé et maintenant tout va mieux. Mais j'oublie quand même pas ce qui m'est arrivé parce que c'était une douleur qui était vraiment très 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 intense. Le temps passe. Je reste sous pilule, je finis par me séparer, je finis par arrêter la pilule parce que ça a trop d'effets secondaires sur moi et puis de toute façon je suis célibataire donc j'ai pas de raison de me protéger pour ne pas tomber enceinte, j'ai pas raison d'avoir de contraceptif. Donc j'arrête la pilule, je me ressens bien en phase avec moi-même. Oui, j'ai mal au ventre pendant mes règles. Donc là, on met en place un espèce de protocole antidouleur avec de l'acupuncture, etc., que je supporte très bien. Et du coup, je reprends une vie tout à fait normale, sans les effets secondaires de la pilule, où j'ai mal au ventre que pendant mes règles. Et du coup, j'ai mal au ventre que 3-4 jours dans le mois, ce qui est très très bien, et ce qui fait que je me sens extrêmement bien. Et puis un jour, je pense que vous le voyez venir, parce que je pense que vous commencez à me connaître. Nous sommes au mois de mai, en 2022, donc un peu moins d'un an après mon kyste. Une journée tout à fait lambda, un vendredi, où je vais au sport. Sur ma pause déj, je rentre, je dis à ma collègue, toujours la même collègue, même plus une collègue, c'est un membre de ma famille maintenant cette personne, j'ai mal au ventre. Elle me dit t'as mal au ventre où? Je lui dis j'ai mal au niveau de l'estomac. Elle me dit ok tu sors du sport, t'as mangé? Je dis non c'est vrai j'ai pas mangé et tout, j'avais pas trop de TCA à cette époque-là, je mangeais quand j'avais faim, j'avais pas faim je mangeais pas, bref. Donc je dis ouais c'est vrai t'as raison, j'ai été au sport, c'est peut-être de la faim. Donc je range, je grignote un truc, je crois que je bois un espèce de yop, Michel et Augustin, la vanille, enfin bref, je bois ça et je mange un truc à côté, je sais plus ce que c'était. Et la douleur elle passe. Donc là je travaille, c'était un vendredi donc je bosse l'après-midi. Et le soir, j'avais mes 3 meilleurs amis qui venaient prendre l'apéro et tout à la maison. Ma journée de travail se termine, je commence à préparer l'apéro, les filles arrivent et je commence à avoir cette douleur qui revient, celle au niveau de l'estomac que j'ai eue vers midi, elle revient. Et je me dis c'est tout simplement parce que j'ai faim en fait, j'ai mangé à midi, là on est le soir, j'ai refaim. Donc on prend l'apéro et en fait j'ai mal et ça commence à être de pire en pire. Genre vraiment la douleur elle commence à s'intensifier à tel point que je n'écoute même plus les filles parler. J'ai mal et je leur dis les filles j'ai mal au ventre. Elles me disent c'est quoi, c'est tes règles? Parce que on est amies depuis 20 et quelques années, elles connaissent, elles ont subi toutes les opérations avec moi. Donc qu'est-ce que ça fait c'est tes règles?
Et je leur dis non, c'est pas mes règles, j'ai mal au niveau de l'estomac. Et à ce moment-là, j'étais en train de passer des entretiens pour avoir une promotion au travail, changer de travail. Je leur dis c'est peut-être le stress, peut-être que je fais un espèce d'ulcère à l'estomac. J'avais jamais fait d'ulcère de ma vie, donc je sais pas c'est quoi la douleur. Il y en a une d'entre elles qui me dit non, un ulcère ça fait pas la douleur que tu décris. J'avais vraiment mal à l'estomac. Vous savez quand vous avez faim, mais trop faim. Vous avez une espèce de douleur là entre la poitrine et tout, genre un truc qui creuse. Et ben j'avais cette douleur là, mais en pire, vraiment en pire. Donc je vais aux toilettes, j'essaye d'aller à la selle, j'essaye de vomir, il n'y a rien n'y fait. Elles me disent attends, on va te mettre dans un bain chaud, ça va peut-être te détendre. Elles me font un bain, c'est encore pire, je me sens mal. Il y en a une qui appelle les pompiers, elle leur dit que j'ai un peu perdu connaissance, ce qui est pas totalement faux parce que en fait j'arrivais à des moments où j'avais trop mal, j'entendais même plus ce qu'on me disait, j'étais vraiment dans un truc où vision brouillée, etc. Les pompiers viennent et me disent que mes constantes sont bonnes, mais qu'en effet j'ai l'air d'aller mal, mais ma tension tout va bien, ma température tout va bien, rythme cardiaque, enfin tout va bien, mais ça se voit que j'ai mal. Donc ils m'emmènent aux urgences. Arrivé à l'hôpital, on me met dans une chambre, je crois qu'on me met en antidouleur, je crois en pompe, une espèce de grosse seringue qui passe petit à petit. Bref, la douleur elle passe pas du tout. Ma meilleure amie, au bout d'un moment, on l'autorise à venir me voir et on lui dit carrément, elle va rentrer chez elle, elle a rien. Ma meilleure amie, elle pète littéralement un câble. Elle dit non, elle rentre pas chez elle, vous allez lui faire d'autres examens, etc. Bref, je suis vraiment tombée sur un imbécile, en fait, une personne qui voulait pas du tout m'aider et qui minimisait de ouf ma douleur. Et un autre médecin est arrivé et décide de me faire passer un scanner. Dieu merci, cette personne-là était là, parce qu'en faisant passer le scanner, on se rend compte que je suis en train de faire une occlusion intestinale. Donc, toi, aux urgences, qui m'a dit de rentrer chez moi, si tu passes par là, sache que t'as failli me tuer. Mais bon, c'est pas le cas, puisque je suis là. Donc, je fais le scanner, on se rend compte que je fais une occlusion intestinale, et là, malheureusement, je ne peux pas vous raconter la suite parce que je n'ai que très peu de souvenirs. C'est-à-dire que j'étais tellement dans un état de douleur, de détresse, etc., que je me rappelle qu'on m'a mise dans une chambre seule. Je me rappelle que j'ai vomi, que j'ai fait ce qu'on appelle un vomi fécaloïde, donc je vomissais carrément mes selles. C'était noir, c'était horrible, ça me faisait horriblement mal. Je me rappelle aussi qu'on m'a mis une sonde nasogastrique parce que si je comprends bien, comme j'avais mangé, il fallait absolument vider le maximum de ce qu'il y avait dans mon système digestif pour pouvoir m'opérer. Donc sonde nasogastrique, etc. Tout ça réveillé, hein. Mais j'ai des petits morceaux de souvenirs parce que j'étais vraiment dans un état de douleur extrême. Donc on m'a mis de la morphine, etc. Genre je rampais au sol pour aller jusqu'aux toilettes, vomir, enfin une horreur. Vraiment, je pense que mon cerveau me protège en faisant en sorte que je me rappelle des moins de choses possibles parce que le peu que je me rappelle, déjà, c'est hyper traumatisant. On finit par m'opérer, je me rappelle pas de l'emmener au bloc, etc. Tout ça, là, vraiment hors de ma mémoire. Je me rappelle juste que je me réveille le dimanche matin, en soins intensifs, branchée de partout, dans une toute petite chambre, et que là, on m'explique que j'ai fait une occlusion intestinale et qu'on m'a retiré 70 cm d'intestin. Je touche mon ventre, je sens une poche, je me dis, ça y est, j'ai une stomie à vie, Dieu merci, non, c'était juste une poche de drain. Mais on m'explique que le médecin va venir me voir le lendemain matin pour m'expliquer. En effet, il est venu le lendemain matin. Il m'explique qu'on m'a retiré 70 cm d'intestin. Et je lui dis mais pourquoi ? Il me dit parce que tu avais 70 cm d'intestin nécrosé. Je lui demande comment c'est possible. Il me dit surtout que de ce que tu expliques, il me fait retracer un peu mes jours précédents. 0 symptôme. J'ai été faire caca normalement, j'ai pété toute la journée, j'ai roté, j'ai vraiment eu aucun symptôme d'occlusion, puisque la plupart du temps quand tu fais une occlusion intestinale, tu ne vas pas aux toilettes, tu ne pètes pas. Il y a vraiment un moment où ton système digestif il est bloqué. Moi c'était pas le cas, genre le jour J même j'avais quand même été faire caca quoi, et je pétais normalement. Donc elle me dit moi c'est ça qui m'impressionne, c'est que tu n'as eu aucun symptôme. Je dis non, à part le vendredi où j'ai eu mal au ventre à midi puis le soir, avant ça j'avais eu zéro symptôme. Et même pour de vous à moi, le jeudi soir j'avais mangé un McDo, donc autant vous dire que le vendredi j'ai bien été à la selle. Moi le McDo ça me fait ça, mais donc vraiment j'avais aucun signe d'alerte. Et il m'explique qu'en fait l'endométriose s'est mis dans un endroit où en fait
Pour faire simple, c'est mis dans la partie qui vascularise mon intestin et en fait a fermé tout ça, a bloqué tout ça. Donc mon intestin n'était plus vascularisé et un organe qui n'est plus vascularisé, c'est un organe qui nécrose et qui donc pourrit, meurt. Donc j'avais 70 cm d'intestin qui était mort et il m'explique que mon opération, elle a vraiment été faite de justesse parce que c'était à 2 doigts de céder dans mon ventre et qui dit que ça cède dans mon ventre dit que je meurs en fait. Donc je me rends compte que j'ai frôlé la mort et je me rends compte aussi que si j'étais pas avec mes meilleurs amis ce jour-là, je serais pas de ce monde parce que de moi-même j'aurais jamais appelé les pompiers. Au vu des douleurs, je perdais vraiment connaissance, donc j'aurais sûrement perdu connaissance chez moi et j'aurais fait mon occlusion chez moi. Donc un peu difficile à digérer, mais bon, je m'appelle Phénixia, j'ai l'habitude. Donc le post-opératoire se passe. On m'explique que je vais sortir sous 3-4 jours, le temps que je reprenne des selles. Dès que je pète et que je vais à la selle, c'est bon, je peux ressortir. Bref, les jours avancent, je me rends compte que je me sens pas bien, vraiment j'ai mal au ventre. J'arrive pas si j'avais réussi à aller à la selle au bout de 4 jours, un truc comme ça. Mais en même temps, mes constantes, elles sont pas bonnes. Je fais de la fièvre, mes résultats sanguins sont pas bons. Donc pas ouf. Au bout d'à peu près une semaine, je suis toujours à l'hôpital. Je devais sortir 3-4 jours après, mais je suis toujours là parce qu'en fait, on se rend compte que j'ai un hématome autour de l'anastomose. L'anastomose, entre guillemets, je fais avec des mots simples. S'il y a quelqu'un du corps médical qui passe par là, il va avoir des frissons de comment j'explique ça. Mais c'est entre guillemets la cicatrice de mon intestin. Donc, ils ont coupé l'intestin qui était nécrosé et ils ont raccordé l'intestin sain au reste du système digestif et ça fait une cicatrice. Et en fait, moi, autour de cette cicatrice qui s'appelle l'anastomose, j'ai tout un hématome qui s'est formé et ça me faisait comme une espèce d'infection. Donc on me met sous antibiotiques, on me perfuse aussi du sang parce que je perdais beaucoup de sang dans le drain, j'avais énormément de sang que je perdais, etc. Donc bref, petit coup de chaud, petit coup de flip parce que une transfusion de sang c'est pas non plus anodin. Puis j'étais vraiment très mal, je suis montée à presque 41 de fièvre, je crois que j'avais eu 40,8, je tremblais de froid alors que j'avais le corps en chaleur, on m'a foutu des blocs de glace sur moi et tout, bref. La fille ne fait jamais les choses comme tout le monde. Donc je me dis, bon, ça va s'arranger. On me met sous antibiotiques. Je vais sortir la semaine d'après. Vous la voyez venir encore une fois ? Ben non, je ne suis pas sortie la semaine d'après. Me voilà, au bout de 2 semaines à l'hôpital, 10 jours, 2 semaines. Le médecin me dit, ça y est, vous allez pouvoir sortir, rentrer chez vous. Je dis, merci, franchement, je vous aime beaucoup, mais j'en ai marre de rester là, je veux juste rentrer chez moi. Et il me regarde. En fait, je voyais qu'il m'écoutait pas, le médecin, le chirurgien. Et il me dit, j'ai quand même un mauvais pressentiment, donc je vais vous faire passer un scanner. Il me dit, je sais que c'est pas terrible parce que ça fait beaucoup de scanners et d'IRM en peu de jours, mais voilà, j'ai besoin d'être rassurée avant de vous laisser partir. Et on va faire un scanner et tout. Je descends au scanner. Je suis pas très confiante non plus. C'est comme si j'avais un espèce de pressentiment qui me disait que j'allais pas sortir ce jour-là parce que quand il m'a annoncé ma sortie, j'étais pas si prête que ça. Je marchais pas bien. J'avais extrêmement mal au ventre parce que du coup, j'ai oublié quand même de vous dire qu'on m'a réouverte comme la première fois, comme en 2019. Donc on est repassé sur la laparotomie. Donc re-cicatrice dans tout le ventre. Je vous avoue que j'étais pas non plus au top de ma forme. J'étais contente de rentrer chez moi parce que voilà, même si l'hôpital, j'avais une grande chambre toute seule et que j'ai eu un service hospitalier au top avec des personnes adorables, j'avais envie de rentrer chez moi, quoi. Mais en même temps, j'étais pas en tip top forme. Donc je pars au scanner, je sors du scanner. Là, on m'explique qu'on va me poser un midline sur le bras parce que mes bras n'acceptent plus aucune perfusion. Donc déjà, je me dis bon, ok, on va me poser ça, mais si on me pose ça, c'est que je vais rester parce que pourquoi on me mettrait une chambre, on m'implanterait une chambre de perfusion si je reste pas. Donc bref. On met cette chambre de perfusion, on oublie de m'endormir le bras. J'ai bien eu mal, mais bon. Vu où j'en étais, j'ai envie de vous dire, c'était qu'une petite douleur aléatoire. Enfin, une petite douleur sans importance. Bref, je passe le scanner et le chirurgien m'explique que du coup, je ne vais pas rentrer chez moi parce qu'en fait, sa mauvaise intuition est avérée puisque je suis en train de faire une hémorragie interne. Voilà. Donc, il m'explique
clair, net et précis, texto, que si je rentre chez moi, je vais m'endormir et je vais jamais me réveiller. Voilà. Donc je comprends qu'il vient de me sauver la vie une deuxième fois juste avec son intuition. Voilà, je vous laisse imaginer mon état psychologique. 2 semaines avant, on m'a sauvé la vie parce que j'ai fait un apport avec mes copines. Sans elles, je serais sûrement dead dans ma chambre. Et là, je me rends compte que ce monsieur, avec son intuition, m'a sauvé la vie. Sinon, je serais dead aussi dans ma chambre. Je serais endormie puis je me serais pas réveillée. Belle mort, tu me diras. Mais bon, flemme un peu. J'avais même pas encore 30 ans. J'avais 28, 27. Donc bon. Écoutez, c'est reparti pour un tour. Je dis ok, ça va se passer comment ? Bah là, on vous envoie direct en réanimation. On vous retransfuse du sang. On n'a pas de quoi vous opérer ici parce qu'en fait, je faisais une hémorragie au niveau de l'aine, enfin juste entre l'aine et dans la cuisse un peu, et qu'il fallait absolument pas me réendormir, mais m'opérer en étant réveillée, en anesthésiant cette partie-là, avec une radio au-dessus de moi pour pouvoir bien voir où l'artère, etc., pète, etc. Donc le lendemain, on allait m'emmener en clinique dans la ville où j'étais pour pouvoir faire cette opération-là et stopper donc l'hémorragie interne. Et oui, tout ça pour une seule personne. Donc arrivant en réa, je vous avoue que j'étais au bout de ma vie à ce moment-là. Je crois que c'était Coco, c'était Coco qui était là. Je pense que je l'ai traumatisée à vie. Je lui ai dit franchement, laissez-moi mourir en fait. J'en ai marre, je suis fatiguée, ça fait 2 semaines que je suis en train de me battre, ça fait 2 semaines que je suis épuisée, que j'ai mal, que je me sens pas bien, que ma vie elle est frôlée de manière totalement aléatoire, une intuition, un apéro entre copines, genre c'est bon, flemme en fait. Je suis pas venue au monde pour vivre ce genre de choses. Donc Coco et ma meilleure amie me foutent des gifles. Verbal bien évidemment, en mode non mais tu vas pas lâcher l'affaire et tout. Bref, je vous avoue que là mentalement j'étais vraiment dans le mal le plus absolu. Je suis en réanimation, donc rien que le mot il fait peur, je suis branchée de partout, je peux pas me lever pour aller faire pipi, je dois demander des seaux pour pouvoir pisser dedans, enfin bref, il y a rien qui va. J'avais même pas beaucoup de sel parce qu'en fait je mangeais quasiment même pas, en fait j'avais même plus faim, enfin bref, vraiment le pire moment de ma life. Et puis le lendemain, on m'emmène dans la fameuse clinique, on m'opère bien réveillée, donc il y a la radiographie, on retrouve l'artère qui saigne en fait, ils font le nécessaire, je retourne à l'hôpital dans ma chambre de réa, et là j'ai le chef de chirurgie, donc le chef de mon médecin habituel qui vient me voir que je n'avais jamais vu. J'espère que vous êtes prêts pour cette partie de l'histoire. Il me dit alors, ça va, ça s'est bien passé l'opération ? Je dis bah oui, moi j'étais un peu fatiguée, mais je dis oui, pour moi ça s'est bien passé. Il me dit comment vous vous sentez ? Je me sens bien, j'ai pas mal, enfin tout va bien. Juste mon pansement sur le ventre, je pense qu'il faut peut-être le changer parce que on me l'avait changé le matin même, mais il y avait l'opération et tout, et il y avait des taches sur mon pansement. Il me dit ah oui, et là il soulève ma chemise, il me dit ah oui, en effet. Vous êtes prêts ? Vous la voyez venir ou pas ? Celle-ci, je pense que vous l'avez pas. Il enlève mon pansement, déjà il me fait super mal. Il me dit ah oui, en effet, vous faites un abcès de paroi. Scalpel, il m'ouvre le ventre, il commence à mettre des compresses, à sortir. Je hurle de douleur. Quand je vous dis je hurle de douleur. Déjà, t'as pas mis ta Charlotte, monsieur, t'as pas mis de gants, et en plus de ça, tu viens de passer un coup de scalpel sur mon ventre parce que je faisais un abcès de paroi. Mais tu ne m'as pas endormi ni le ventre, ni sédaté, ni quoi que ce soit. Donc autant vous dire que je hurle. À ce moment-là, mon père était là. L'infirmière fait sortir mon père. Je vois mon père à travers la porte de la réa en mode tout paniqué. Moi qui hurle à me tenir sur les côtés du lit. L'infirmière qui essaye de réagir du mieux qu'elle peut. Elle lui fout un truc sur la tête. Elle lui met des gants et tout. Parce qu'en fait, le mec, aucun protocole de sécurité. Enfin, je sais pas, monsieur, j'ai déjà failli mourir 2 fois. Tu vas foutre des gants et foutre une charlotte sur ta tête ? Non. Et m'anesthésier accessoirement ou au moins me sédater de manière à ce que je plane un peu quand tu réouvres mon ventre. Bref, il finit par mettre 1 milliard de compresses dans mon ventre, à les sortir, elles sont pleines de pus, etc. Je faisais ce qu'on appelle un abcès de paroi. C'est une infection, si j'ai bien compris, une infection sous la cicatrice qui est en train de se faire. Donc je n'étais pas totalement cicatrisée, c'est pour ça qu'il a pu réouvrir facilement. Et foutre ses compresses pour nettoyer tout ce qui pourrissait en fait. Voilà. Je vous laisse avec ce trauma.
parce que mon père et moi on est encore traumatisés. Mon père d'avoir vu la scène alors qu'il a quand même, enfin le sang et tout ça le dérange pas, mais de voir sa fille hurler de douleur, je pense que ça le dérange. Moi j'ai vraiment j'étais vraiment dans le mal quoi. Il finit par me refaire mon pansement et puis il se barre comme si de rien n'était. Et là, même l'infirmière, elle est choc-barre en fait. Elle me dit, je suis désolée, ça aurait pas dû se passer comme ça. On a des protocoles antidouleurs, il a rien respecté. Si vous voulez vous plaindre, il n'y a pas de problème, machin, bref. Une infirmière adorable de chat adorable. Elle finit par me sédater pour que je puisse pas me calmer parce que je pleurais de traumatisme, de douleur, de tout ce que tu veux quoi. Elle me sédate, mon père reste un peu avec moi, je finis par m'endormir. Il attend que je me réveille un peu pour partir. Le lendemain, on finit par venir me faire mon pansement. Cette fois-ci, on me donne du fentanyl pour éviter en fait que je hurle de douleur, c'est logique. Donc on me fait mon pansement, on renettoie la plaie, etc. On me refait un pansement, tout va bien. Il s'est passé des trucs bizarres en réanimation, pas niveau médical mais niveau spirituel. Je raconterai ça peut-être dans un autre épisode. Je finis par passer en soins intensifs, donc je quitte la réa, je passe en soins intensifs et là on m'explique que le médecin va venir me voir. En soins intensifs, t'es branché de partout. L'alarme elle s'est mise à sonner tellement mon cœur s'est mis à battre vite, tellement j'avais peur que ce monsieur revienne me voir. Mais comme je vous ai dit, je suis tombée sur un corps médical qui était hyper bienveillant, donc l'infirmière a demandé à ce que ce chef de chirurgie ait interdiction de venir me voir parce que ça m'avait trop trauma. Donc du coup, je retrouve mon petit médecin de base qui m'avait opéré, il m'explique qu'il est désolé de ce qu'a fait son chef, etc. Très gentil, très dans le consentement, et je peux enlever le pansement, et je peux regarder, enfin lui je fais confiance à 1000%, il m'a quand même sauvé la vie 2 fois. Il regarde mon pansement, là c'est la première fois que je vois du coup l'abcès, parce que j'avais pas vu la fois d'avant, j'avais été sédatée. Je me rends compte que j'ai un trou dans le ventre. Vous voyez un œuf, j'ai un trou de la taille d'un œuf dans le ventre. Profondeur, je pense que je peux ranger l'œuf sans qu'on le voit, pour vous dire la taille du trou que j'ai dans le bide. Donc il m'explique que voilà, j'ai fait un abcès de paroi, que maintenant il va falloir que tous les jours en fait on mette une mèche, qu'on l'enlève, etc., qu'on nettoie pour pouvoir cicatriser le tout et que le trou puisse se refermer. Mais que ça va mieux, que logiquement si j'arrive à bien reprendre un transit, donc pour ça il faut que je mange, que tout va rentrer dans l'ordre. Et cette fois, tout est rentré dans l'ordre et au bout de 3 longues semaines d'hospitalisation, je finis enfin par sortir. Donc je quitte la réa pour aller en soins intensifs, je quitte les soins intensifs pour remontrer en chirurgie viscérale. Et en chirurgie viscérale, là je sens que tout va mieux, j'arrive à marcher, à me tenir un peu plus droite, j'arrive à refaire caca, à faire pipi correctement, à avoir des gaz, enfin... Voilà, carrément les 2 derniers jours, je me faisais chier en fait, genre c'était trop long. Donc je finis enfin par sortir, par rentrer chez moi. Et par reprendre ma petite vie, le tout en 2022. Nous sommes aujourd'hui en 2026. Je vous avoue que maintenant, mes règles, j'ai mal au ventre pendant mes règles, mais j'ai mon traitement d'antidouleur qui avait été mis en place déjà avant l'occlusion qui me suffit. Voilà, pendant 3-4 jours, je suis totalement invalide, faut rien me demander. Mais en soi, ça va. J'arrive quand même à faire avec. J'ai des douleurs en période d'ovulation puisque j'ai un kyste qui est revenu. Je le sens parfois, il est très douloureux parfois. Mais en fait, je pense que je me suis tellement habituée à l'endométriose et à son fonctionnement que j'arrive en fait à mettre en place des routines dans mon quotidien pour que ce soit plus facile. J'ai de la chance d'avoir un travail travailler dans une grande boîte qui est à l'écoute, où je suis facilitée, ne serait-ce qu'avec le télétravail. Le seul conseil que je peux donner par rapport à toutes mes expériences, c'est déjà d'être suivie par un psychologue, parce que honnêtement, passer à côté de la mort 2 fois d'affilée, j'ai longtemps cru que c'était pas si grave que ça, et je me rends compte maintenant que ça a quand même un impact sur le psychologique, sur la peur, sur les TCA, sur plein de choses. D'être bien entourée de gens bienveillants, ils vont pas forcément comprendre, on va pas se mentir. Mes meilleurs amis, mon chéri, ma famille, mes frères et sœurs, mes copines de la pôle, etc. Tout le monde mes collègues, tout le monde est hyper bienveillant avec moi. Mais en vrai, il n'y en a aucun qui comprend réellement ce que je vis parce qu'ils ne le vivent pas. Donc être bien entouré, ça aide déjà pas mal. Après, être entouré aussi d'une communauté d'endo-girls, moi je sais que j'en parle souvent sur les réseaux, donc je parle à d'autres endo-girls et ça aide aussi. Et le 3e conseil que j'ai à te donner, c'est de t'écouter toi-même.
de surtout te faire passer en priorité, faire les choses qui te font du bien. Ne te fie pas à tout ce que tu vois sur les réseaux sociaux. On va te dire de faire ceci, ça guérit l'endométriose, prendre cette pilule. Non, il n'y a rien qui guérit l'endométriose à l'heure actuelle, sauf si je me trompe. Mais du coup, s'il y a quelque chose, j'aimerais bien le savoir. Mais c'est pas le cas pour le moment, il me semble. Mais il y a des choses qui peuvent améliorer ton quotidien et c'est à toi de t'écouter, de tester. Voilà. Tu vas avoir plein de personnes qui vont te proposer des programmes alimentaires et tout. Teste. Peut-être que toi ça t'ira. Moi ça m'a pas aidé, mais toi ça t'aidera peut-être. Comme des choses qui m'ont aidé moi, qui t'aideront pas toi forcément. Mais bouger, ça reste quand même la clé. Ça aide tout le monde. Toutes les endogirls qui vont bouger vont te dire que ça les a aidés parce qu'au plus tu stagnes. Et au plus c'est compliqué, je te mettrai en lien un compte en particulier d'une nana géniale qui parle justement du fait de bouger quand tu as de l'endométriose et qui donne beaucoup de conseils là-dessus. Mais surtout écoute-toi, prends du temps pour toi, prends le temps de prendre soin de toi parce que le mental dans l'endométriose joue énormément et beaucoup plus qu'on ne le croit. Un quatrième conseil, je te dirais d'être suivi. Voilà, ne laisse pas traîner en disant ouais bon bah on m'a dit que c'était pas de l'endo ou que c'était pas ci ou que c'était pas ça, bah je laisse que ce soit endo ou non. Prends soin de ta santé, va consulter des médecins. Si leur avis ne te convient pas, va consulter d'autres médecins. On a de la chance d'être en France. Même si on a des rendez-vous qui peuvent mettre 6 mois, 8 mois, on a de la chance quand même d'avoir un système qui permet de faire des examens, etc. avec nos mutuelles et tout, donc n'hésite pas à consulter des professionnels. Voilà, j'espère que cet épisode t'en a fait apprendre un peu plus sur l'endométriose. Malheureusement, la semaine prochaine, on n'aura pas d'épisode avec invité spécial parce qu'en termes de logistique, ça n'a pas pu se faire. Donc je sais pas encore ce que je te prépare pour la semaine prochaine, je vais y réfléchir. En attendant, oublie pas qu'ici tu n'as pas besoin d'aller bien, tu as juste besoin d'être toi. Allez, bisous et prends soin de toi.